Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, c'est un homme d'engagement et ça c'est un autre engagement, se manifeste pour une maladie oubliée chez Fayard. Robert Hue est avec nous, merci d'être avec nous. Bonjour. L'ancien secrétaire national du Parti communiste français à la tête d'une ONG qui s'appelle DREP Afrique pour une maladie, on l'a dit, génétique qui s'appelle la drépanocytose. Parfait. Oui, elle l'a bien dit, Cécile, parce que le nom n'est pas forcément évident. Alors ça tue beaucoup en Afrique, il y a une indifférence par rapport à cette maladie. Avant d'en parler quand même, Robert Hue, peut-être un mot sur l'évolution politique, même si évidemment vous avez quitté ce monde politique, mais quand même, quand vous voyez notre société un peu fracturée, là, alors à tous les niveaux, bien sûr il y a la crise sanitaire, mais il y a énormément de choses, il y a des fractures, comment, que dites-vous ? Écoutez, c'est une question majeure. Ouais. Je crois qu'on est dans une période de bouleversement qui vont modifier à terme profondément la vie en société, la vie des sociétés tout court. Ouais. Quand je dis profondément, c'est que on a dit beaucoup de choses sur après le coronavirus, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Je pense que ça touche profondément la vie politique. Et je ne suis plus dans la vie politique française engagée, mais je regarde le monde et nous voyons bien que nous sommes dans une situation charnière. La prise de conscience, les engagements vont porter maintenant sur au-delà des idéologies qui sont importantes, mais au-delà des idéologies sur des faits profonds. Je vois deux grands défis dans les 50 années qui viennent. C'est le défi sanitaire, celui sur lequel j'ai voulu parler avant même le début du coronavirus. Ouais. Mon livre a été écrit avant l'ouverture. Ensuite, naturellement, je l'ai actualisé. Mais donc, le défi sanitaire et le défi climatique. Nous allons être sur ces deux questions. L'avenir, les enfants, nos petits-enfants. C'est la question majeure. Ouais. Donc, il faut aujourd'hui s'engager. Le monde doit s'engager sur ces questions de façon radicalement nouvelle. Les structures politiques qui sont dans la vie politicienne tous les jours, je ne les écarte pas comme ça. Je ne crache pas dans la soupe, comme on dit. C'est quand même indispensable, quoi qu'il en soit. C'est indispensable, mais parce qu'ils sont indispensables, les partis politiques. J'ai écrit il y a quelques années un livre là-dessus. Il y a la nécessité, justement, de dépasser le concept de structure politique tel qu'il est aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus s'engager dans des formes politiques qui sont étroites, politiciennes, d'intérêt immédiat et singulier pour les uns et les autres. Non, ils sont sur de grandes options. Il faut maintenant apporter des réponses aux questions qui les préoccupent, qui les angoissent même. C'est cette question du climat majeur, mais le sanitaire. Et là, le sanitaire se révèle en grand. Ouais. Et il faut apporter des réponses. Est-ce qu'il n'y a pas trois défis ? Parce qu'il y a le sanitaire, vous avez raison, il y a le climat, et puis il y a peut-être aussi la façon de vivre aujourd'hui en société. On le voit avec les questions religieuses, les questions identitaires que mettent certains, sur les effets un peu de la mondialisation, où aussi on a beaucoup plus bougé, on s'est déplacé. Et ce brassage, c'est compliqué. Forcément, ça passe par des frottements, non ? Oui, bien sûr, non. Je répète, vous avez vraiment raison. On est dans une période de bouleversement qui touche... Moi, je prends à bras-le-corps ces deux grands défis que j'ai évoqués, la santé sanitaire et climatique. Mais toute la société est traversée par la recherche de neuf, la recherche d'identité, comme c'est un peu bâtard, mais Gramsci disait ça en son temps. Il disait on est à la fin d'un vieux processus et qui appelle le nouveau, mais le nouveau n'est pas né encore. Ouais. Nous sommes dans cette situation. Et quand vous étiez aux affaires, en tout cas, vous dirigiez le Parti communiste. Est-ce que vous aviez ce sentiment qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui vous échappaient pour l'avenir ? Et aujourd'hui, vous avez des regrets par rapport à certaines décisions, certains actes ou pas ? Non, vous savez, la pire des choses, c'est d'être bardé de certitude. Ouais. Moi, quand je dirigeais le Parti communiste, j'ai succédé à Georges Marchais, et nous étions là aussi dans une période de bouleversement. Ouais. On a assimilé ma démarche à une démarche comme Gorbatchev
chef. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Et donc, mais ce qu'il y a, c'est que ma volonté, c'était de nous adapter. Je voyais bien que la démarche profonde de mon engagement de jeunesse, de justice sociale, que j'avais identifié au militantisme communiste, je voyais bien que c'était en étiolement. Mais il y avait eu la chute du mur et donc tout ça derrière toutes les conséquences. J'ai succédé à Marchais après la chute du mur. Ouais. Mais il est bien clair que il fallait apporter des réponses nouvelles. Et j'avais vraiment le sentiment, y compris à la tête du Parti communiste, où je n'ai jamais été contesté. En fait, c'est moi qui ai pris mes distances. Mais j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas faire bouger les choses, qu'on était enfermé, on était enquisté dans des structures. Et c'est valable pour toutes les forces politiques. Ouais. Donc, ça m'a amené à réfléchir sur ce qui pouvait, à partir des questions singulières, en regardant le monde, en regardant ce qui se passait en Afrique, Mandela, mes rapports avec Mandela, tout cela, ça m'a permis j'ai essayé de réfléchir à ce qui pouvait être aujourd'hui porteur. Mon problème majeur, à travers, vous savez, à l'âge que j'ai, mon problème majeur, c'est... Vous êtes jeune encore, attendez, Robert un enfant. Comment les jeunes générations, nos enfants, comment vont-ils vont-ils avoir autant d'enthousiasme que j'ai pu en avoir pour embrasser le monde, essayer d'apporter des réponses majeures. Là, j'ai le sentiment... il faut des leaders aussi politiques qui est capables de les entraîner. Est-ce que vous reconnaissez dans certains Mélenchon aujourd'hui, alors qui est sur une partie du PC, des braises du PC, ou alors Roussel qui vous a succédé après plusieurs autres personnalités? Non, mais bon, je ne m'engage pas aujourd'hui dans la vie politique. J'ai mon idée, j'ai mon opinion sur tous ces hommes politiques. Ouais. Et donc, je respecte le combat qu'ils mènent, même si vous avez évoqué des noms, je ne partage pas forcément leur démarche. Sinon, je serais peut-être encore en politique. Mais donc, moi, j'ai pris je ne m'engage pas dans la vie politique française. Je me suis engagé en 2017 et j'ai soutenu dès le premier tour Emmanuel Macron. Oui, ce qui était assez étonnant. Oui, mais non, c'était étonnant, non. Et la vie aujourd'hui le montre. Il y avait, pour moi, en tous les cas, le danger d'une montée progressive de Le Pen et de ses idées, et je voulais m'y opposer. Et je regrette pas ce choix. Et je dois dire que ceux qui aujourd'hui... Donc, en 2022, vous feriez la même chose, quoi. Écoutez, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, on n'en est pas là. Ouais. Mais ceux qui imaginent en 2022 que dans le cas d'un duel entre Macron et puis Le Pen, il faut pas choisir. Je dis que c'est criminel. Moi, je choisis. Mais bon, on n'en est pas là. Non. Allez, on revient sur votre livre. Oui, non, je voulais revenir parce que cet engagement, il date d'il y a très très longtemps. Donc, il y a peu de gens qui le savent, mais on savait. Enfin, vous vouliez être médecin et finalement. Non. J'étais soignant, j'étais infirmier, j'aurais voulu être médecin. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, vous auriez voulu être médecin. Oui. Et vous avez fait un complexe de classe, en fait. Vous vous êtes dit que finalement, vous ne pouviez pas être médecin, donc vous avez décidé de choisir infirmier. Est-ce que c'est une vraie histoire? Ah, c'est une vraie histoire. Je crois que la vie, pour vous, pour moi, pour tout le monde, est traversée de tranches fortes qui fondent l'inconscient, qui fondent la démarche. Moi, il y en a 3. Il y a mes premiers pas professionnels dans la vie économique, sociale et sanitaire, puisque je souhaitais être médecin, j'étais fils d'ouvrier, c'était compliqué. Bon, j'ai fait infirmier, j'ai travaillé près de 10 ans, soit en milieu hospitalier, soit à l'extérieur, et il y avait l'idée de soignant n'est pas rien quand vous êtes tout jeune, quand vous êtes imprégné de ça. Il y a l'idée de vouloir apporter du bien-être aux autres. Donc, première idée, ce qui m'a fait cheminer, en même temps j'étais dans une famille de résistants, communistes, etc. L'idée de l'injustice sociale qu'il fallait dépasser. Donc, d'abord, le soignant. Ensuite, c'est ma rencontre avec de militants, d'ailleurs, avec l'Afrique. Et mes engagements, j'ai l'âge de ceux qui se sont engagés pour les indépendances en Afrique, mais aussi avec le Vietnam, etc. Et il faut le dire, la bataille contre l'apartheid a pour moi été très, très marquante. Ce qui m'a conduit à un jour me retrouver effectivement invité par Nelson Mandela à son investiture en 1994. J'étais nouveau dirigeant politique français et
surtout après de le rencontrer. Et j'ai été marqué par cette démarche de Nelson Mandela qui, dès qu'il n'a plus été président d'Afrique du Sud, s'est lancé dans une bataille pour qu'on reconnaisse une maladie qui écrasait l'Afrique et dont on ne parlait pas à propos de l'Afrique, c'était le sida. Et cette campagne m'a beaucoup inspiré incontestablement. Puis la troisième chose, je le dis avec pudeur, mais j'ai eu le malheur de perdre ma petite nièce d'une maladie génétique à l'âge de 12 ans. J'étais très jeune, ça marque à vie. Hein. Et l'injustice de la maladie génétique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, qui est mystérieuse. Et donc voilà, la drépanocytose, elle conjugue tout ça pour moi. Et à partir du moment où, l'engagement, il doit jamais cesser dans la vie. J'ai mis un terme à mon engagement parlementaire et donc à partir de là, j'ai dit il faut continuer, il faut s'engager. Geneviève Antonios de Gaulle que j'avais rencontrée, cette formidable femme engagée pour la justice sociale. Eh bien, elle m'avait dit, mais vous savez, en tête à tête, elle m'avait dit, mais on est engagé jusqu'à la mort. Ça m'avait marqué, vous pouvez pas savoir. D'ailleurs, cette femme qui avait été déportée, etc. Voilà. Bon, allez, on continue d'en parler dans un instant. Le manifeste pour une maladie oubliée, c'est votre livre, Robert Hue, avec une préface d'Éric Orsena. On y revient dans un instant. C'est avec nous pour ce livre très émouvant sur la drépanocytose, ce qui est une maladie génétique qui provoque la mort de milliers d'enfants dans l'indifférence générale. D'où ce livre qui s'appelle Manifeste pour une maladie oubliée chez Fayard. Oui, et vous nous racontez d'ailleurs dans ce livre une anecdote qui résume peut-être tout aujourd'hui sur cette maladie et sur la méconnaissance. C'est lors d'une visite dans un hôpital parisien avec une infirmière, quand vous allez lui parler de ça. Racontez-nous. J'avais un petit traitement pour me désensibiliser, comme ça se fait maintenant, et cette jeune infirmière qui me soigne depuis plusieurs mois, etc., elle arrive à la consultation, elle me dit, mais au fait, monsieur le sénateur, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je lui dis, écoutez, je suis engagé à bras-le-corps pour une maladie génétique inconnue ici, la drépanocytose. Ah, elle me dit, j'arrive d'Afrique, bien sûr, j'en ai entendu parler, c'est une maladie des Noirs, me dit-elle. Et là, tout est révélé. Tout est révélé parce que dire que c'est une maladie des Noirs, ça veut dire, en gros, elle intéresse le continent africain. C'est vrai qu'elle est centralement en Afrique. Les pays tropicaux, un peu l'Inde aussi, mais vous avez 80%, 15 millions de personnes en Afrique touchées. C'est monumental. Mais en même temps, ce n'est pas une maladie des Noirs. C'est une maladie génétique qui touche absolument l'hémoglobine du sang et qui touche aussi bien d'autres catégories que les Noirs. Le fait qu'elle touche l'Afrique, une partie de l'Inde, c'est le climat tropical, sa proximité avec la malaria. C'est ça le problème. Et elle est dangereuse et elle tue, cette maladie. Écoutez, c'est une maladie épouvantable. D'abord, elle tue depuis le néolithique. C'est pas une maladie récente. C'est une maladie qui a 9000 ans. Ça, on le sait depuis quelques années seulement, après l'étude du génome. Mais c'est une maladie qui tue chaque année en Afrique 150 à 200 000 personnes, dont des enfants. Il y a 100 000 enfants ces 10 dernières années, vous avez 1 million d'enfants en Afrique qui sont morts. 1 million. Pour regarder par rapport au coronavirus, qui est une maladie terrible, mais infectieuse. C'est-à-dire parce que c'est une maladie génétique en plus, on ne la voit pas. Elle est mystérieuse. Elle n'est pas contagieuse, a priori. Sauf qu'elle tue depuis des décennies, Et comment on peut lutter contre cette maladie alors parce que c'est votre combat, quoi. Oui, c'est mon combat. D'abord, il faut la première des luttes. C'est une maladie qu'on ne guérit pas encore. On peut améliorer la situation des gens. Il y a des molécules qui existent qui atténuent ce qui est terrible dans cette maladie. C'est très douloureux. La douleur, la violence de la douleur chez les enfants et la mortalité infantile. Bon, on sait améliorer cela. Je pourrais en dire un mot si vous le souhaitez. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que cette maladie, comment dirais-je, on n'a pas de réponse majeure en dehors de la faire connaître. Il faut la faire connaître. Allez, pour vous donner une idée, elle concerne
sévèrement 15 millions d'Africains en ce moment. Pour le sida, en Afrique, il concerne 25 millions d'Africains. Les moyens mis à la recherche pour la drépanocytose sont 1000 fois inférieurs à ceux du sida. Et les hommes politiques ou la vie politique en général ne s'occupe pas de cette maladie en Occident. D'abord, c'est pas une maladie qui va rapporter des voix. Hein, c'est pas une maladie. C'est une maladie qui en même temps est extérieure. Elle touche des catégories. Mais dans la vie de cette maladie, il y a un homme politique qui s'en est occupé. Depuis 60 ans, et je m'en suis inspiré naturellement, c'est Martin Luther King. Parce que Martin Luther King a collé la lutte contre la drépanocytose comme acte concret au problème des droits civiques aux États-Unis. Aux États-Unis actuellement, il y a 100 000 drépanocytaires. Pourquoi ? Parce que en fait, les traites esclavagistes ont entraîné de l'Afrique vers les Amériques, cette maladie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les Américains sont actuellement à regarder... Et avec l'immigration en France aussi ou pas, non ? Ah oui, l'immigration en France, notamment l'immigration africaine, entraîne une présence de cette maladie, mais surtout... Dans le cadre de ce que je viens de dire à propos des États-Unis, enfin des Amériques en général, les Caraïbes, les Antilles, avec l'esclavagisme, ont aussi porté la drépanocytose. Et c'est ce qui fait que beaucoup de malades drépanocytaires sont dans les Antilles. Il y a une forte proportion de prévalence dans les Antilles. Voilà. Donc, voilà, nous sommes dans une situation où cette maladie, elle doit être prise à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie génétique. Et regardez avec le coronavirus. Toutes les deux viennent des animaux en plus. Pardon ? Oui, absolument. C'est une maladie qui est liée aux moustiques, aux animaux. Et donc, mais qu'est-ce qu'on découvre surtout ? On évoquait, cher ami, le bouleversement qui intervient aujourd'hui dans les mentalités. Mais ce bouleversement, il touche cette maladie, où cette maladie est liée au bouleversement. Comment on peut imaginer aujourd'hui que le génétique, la maladie, la drépanocytose, tenez-vous bien, c'est la maladie génétique la plus fréquente au monde. La plus fréquente au monde. On va ignorer cette maladie, la recherche sur le gène, sur cette maladie. Parce que ça n'intéresse pas les labos et c'est une question d'argent. C'est la rentabilité forcément. Oui, il y a une part de rentabilité là. Je retourne à mes sources profondes, mais il y a une grande part de rentabilité. Je prends un exemple, ce qui est ma lutte actuellement avec les scientifiques et là-dessus. Il y a une molécule qui s'appelle l'hydroxyurée, qui est une molécule ancienne, un médicament donc, qui ne guérit pas la drépanocytose. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie génétique qui ne se guérit pas aujourd'hui. Mais qui améliore les conditions. Voilà, totalement. Elle améliore les conditions, elle allège les souffrances, elle permet même d'allonger la vie des enfants. Cette molécule, elle coûte, en Afrique, si on la veut, en gros, 20 euros, 20 dollars à peu près par mois et par enfant. C'est absolument impossible pour cette maladie qui touche des millions de pauvres en Afrique. Ça veut dire que, et comme c'est une molécule qui est déjà connue et qui n'a plus de licence en quelque sorte, qui pourrait être créée facilement, eh bien les laboratoires ne gagnent pas d'argent là-dessus. Et donc, mais ce qui peut bousculer les choses, votre question est très importante, ce qui peut bousculer les choses, c'est que on découvre que la recherche sur la génétique liée à cette maladie va faire peut-être avancer à des pas considérables à une autre recherche sur le cancer. Et il faut, parce que nous sommes dans la réflexion génétique. Regardez, Madame, le Charpentier qui a été prix Nobel de chimie, une Française. Là, elle a été prix Nobel au mois de novembre dernier. Sur quelle base ? Sur la base d'une connaissance de la molécule et la façon de couper. C'est un ciseau génétique en quelque sorte. Elle a eu son prix Nobel là-dessus. Comment
elle a fait l'expérience sur la drépanocytose, sur une malade américaine de la drépanocytose. Est-ce que vous considérez que certains vaccins devraient tomber dans le domaine public? Est-ce que vous considérez que certaines maladies devraient imposer aux laboratoires de travailler peut-être gratuitement et de les distribuer gratuitement? Est-ce qu'on va vers ça sur toutes les zoonoses qui arrivent aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est important pour vous? Mais vous mettez le doigt sur la question majeure. C'est indispensable. C'est sociologiquement, c'est anthropologiquement indispensable. Il faut que l'on mette... Parce que d'autres arrivent. Il faut que le traitement, les vaccins... Mais il va arriver d'autres virus, malheureusement. Oui. Il faudra les combattre. Comment on fait? Parce que le coronavirus, en ce moment, il a une position hégémonique et c'est normal, mais il écrase tout. Oui. Il y a des milliers de morts, des centaines, voire des millions de morts d'autres maladies chroniques et génétiques comme le cancer, la drépanocytose et le paludisme, etc., qui sont complètement occultés. Mais il faut faire face à tout ça. Or, on ne peut pas faire face avec une logique qui a comme objectif uniquement le profit, la rentabilité financière. Il faut qu'il y ait effectivement une sorte de bien commun mondial et qui dépasse les frontières et qui permette effectivement de faire face. D'accord, mais si ça ne rapporte pas un peu d'argent aux laboratoires, ils ne vont pas financer la recherche et ça n'avancera pas, quoi. Parce qu'on voit que la recherche publique a quand même bien du mal, même si on met des moyens sur la table. Mais c'est une bombe à retardement pour les laboratoires comme pour le monde entier, cette affaire. Alors, regardez, le continent le plus touché par la drépanocytose, l'Afrique. Ce continent, quoi qu'il en soit, sera le premier continent du monde en 2050. Et il y aura 2,5 milliards d'habitants, actuellement 70% de la population à moins de 30 ans. Si on ne prend pas à bras le corps ces questions, là, il faut absolument, moi je suis pour une vaccination, là, les mesures qui sont prises me conviennent, il faut y aller, il ne faut pas arrêter. Mais nous ne nous trompons pas, il faut vacciner l'Afrique, il faut vacciner les autres pays. Moins touchés, l'Afrique comme l'Asie, moins touchés aujourd'hui. Ils sont moins touchés. Pourquoi vous qui travaillez beaucoup avec l'Afrique, alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Moi, je n'ai pas la science pour dire jusqu'au bout, parce que pour le moment, on ne sait pas bien. Mais la population est jeune. C'est une population qui, je vous dis, à 70% à moins de 30 ans. Donc, a priori, moins touché. D'autre part, le continent africain a été confronté au plan génétique. Nous sommes dans des zones tropicales, j'ai dit tout à l'heure les aspects qu'il y avait. Mais ce continent est confronté à beaucoup de maladies virales, à beaucoup de maladies de ce type, et puis bien d'autres, chroniques, qu'on ignore. Et donc, il y a une sorte probablement de réaction globale par rapport à cela. Mais Raoult dirait qu'ils ont déjà pris de l'hydroxychloroquine depuis des années, et donc voilà que peut-être, mais bon, à mon avis, c'est pas l'explication, parce que les jeunes générations, ils en ont pas utilisé. Bon, Robert Hue, vous vous êtes fait vacciner, vous allez le faire? Oui, je suis vacciné. Ça y est, vacciné. Les deux. Ah, déjà les deux. Vous voulez vraiment que je dise mon âge? Non, mais vous avez dépassé les 7, voilà, c'est ça. Voilà. On en reste là. Donc, vous avez fait lequel? Quel vaccin? Pfizer. Oui. Bon, et pas de contre-indication, aucune. Des effets, un peu de mal à la deuxième vaccination dans le bras, point, et aucun effet secondaire. Et je crois totalement à la série de vaccins qui est proposée aujourd'hui. Est-ce que vous sentez toujours? Vous faites toujours du rock ou pas? Ah non. Oh là là. Mais bon, c'est ma jeunesse. Mais judoka, rocker. C'est vrai. Bon, c'est l'éclectisme de la vie. Bon. Merci en tout cas. Manifeste pour une maladie oubliée, la préface d'Éric Orsenna chez Fayard. Robert Hue, merci d'être venu ce matin. Mille fois à vous. Au micro de Sud Radio.